Alors, j'en viens maintenant au morceau philosophique de l'exposé. Je vais diviser mon exposé en 3 parties. Le premier, je parlerai d'une vision du monde telle que Héraclite et un peu Nietzsche les voient. Je parlerai alors, là je dirais la vision du monde, c'est un peu le pôle métaphysique de l'exposé. Ensuite, avec Nietzsche, je parlerai d'éthique, qui pour moi est un peu la conséquence de la vision métaphysique des choses. Et ensuite, avec ces deux pôles-là, j'en viendrai à une application plus concrète sur l'art et la vie des artistes. Et la démarche des artistes. Et la mienne en particulier. Moi, ce que je retiens du monde d'Héraclite, c'est un monde en perpétuel mouvement qui est fait d'une succession de création et de destruction. Bon, on connaît tous cette fameuse citation la plus connue, nous ne nous baignons jamais 2 fois dans le même fleuve. Ça veut dire que la vie est toujours différente à tout moment. Cette image du fleuve qui coule comme ça, elle a aussi ses limites. Par rapport à la fixité du baigneur, par rapport au fleuve. C'est-à-dire, évidemment, le baigneur, s'il remonte le fleuve à la nage, évidemment, il sera confronté à un monde différent à chaque instant. Par contre, s'il redescend le fleuve au même rythme que l'eau, il bouge avec le monde. Il bouge exactement en même temps. Et donc son monde, à la limite, il peut le voir comme fixe. Donc il faut faire attention aussi aux belles images. Mais l'idée principale, c'est quand même que le monde est en mouvement et si vous voulez, Héraclite privilégie le devenir de l'être plutôt que l'être lui-même. On est toujours en devenir. Alors des devenirs qui peuvent avoir des natures un peu différentes. Par exemple, le jour succède à la nuit, et la nuit succède au jour, etc. Donc, c'est toujours, on est toujours dans un devenir. Mais c'est un devenir cyclique. Par contre, il y a des devenirs linéaires qui sont par exemple l'âge. Un enfant devient adolescent, puis adulte, puis un vieillard, et il ne redevient pas enfant, si ce n'est par quelques problèmes physiologiques, mais disons que, ou psychologiques, mais disons que ce n'est pas un enfant, c'est un vieillard qui défaille. Alors, une autre idée que je retiens aussi, c'est la lutte des contraires. C'est-à-dire que donc dans la vision d'Héraclite, il y a toujours un combat entre... Les choses n'existent pas
pour elles-mêmes. Elles existent aussi en fonction de leur contraire. Et que cette lutte du contraire, du bien et du mal, du noir et du blanc, etc., cette lutte, elle ne se résout jamais dans une espèce de synthèse. La lutte est permanente. Il y a des philosophies qui utilisent la dialectique, qui font appel à la dialectique, à savoir que la lutte de deux contraires, de deux idées contraires par exemple, peut donner une troisième idée qui est la synthèse des deux premières. Ici, chez Héraclite, il me semble qu'il n'y a pas ça. Il y a en permanence la coexistence des deux pôles. Et donc on est dans un monde qui est sans repos, qui est vraiment... et donc, très, très belliqueux, très... Pour le moment, ce que je fais avec ici, c'est que je pose. Je prends les idées, je les pose, et vous verrez que dans la suite, tout ça va s'articuler. Pour le moment, je ne fais que poser des grandes idées. Alors, l'idée du complexe et du multiple. Si vous regardez le monde n'est jamais simple. Je veux dire par là qu'aucun objet n'est simple. De l'univers jusqu'à donc du système solaire jusqu'au système des molécules, des atomes, etc. Rien n'est simple. Tout est composé. Alors évidemment, le mot atome, qui veut dire insécable, peut prêter à confusion, puisque dans la science, on a encore découvert que l'atome, qu'on avait appelé atome parce qu'on croyait que c'était la plus petite partie de chaque corps, l'atome lui-même, la science me l'a montré au XXe siècle, est lui-même encore composé d'électrons, et encore des plus petites parties, etc. Bon. Est-ce qu'un jour, on arrivera encore à voir cette plus petite partie encore divisible en quelque chose d'encore plus petit? Nous verrons bien. Mais, et ici, je vais déjà faire un petit peu appel à Nietzsche pour la chose suivante, c'est que on croit que, en nommant les choses, si vous voulez, quand on nomme une chose, par exemple une planète, prenons le mot planète, alors on a une idée d'une boule ronde, on a une idée assez générale de ce que ça peut être, mais en disant planète, on fait une espèce justement de synthèse de tout ce dont elle est constituée. Dans le fond, par facilité, pour pouvoir communiquer une idée, on communique une idée fausse. Je ne dis pas que c'est un mal, en tout cas pas encore. Mais je ne vois pas d'autres solutions. Mais il faut savoir que quand on nomme les choses, on les nomme faussement. On ne rend pas compte de leur réalité. C'est vrai. Par rapport aux catégories comme ça, englobantes comme une planète, comme une nation, comme... Bon. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue du temps. Je veux dire par là que tout à l'heure je prenais l'exemple des différents âges de la vie. L'enfant, quand on
dit un enfant, et puis qu'on dit voilà, ça c'est un enfant, par contre l'autre c'est un adolescent. Ils ont peut-être 1 an d'écart ou 6 mois d'écart, voire. Bon. Et est-ce qu'à 12 ans et demi, est-ce qu'on est un adolescent? Est-ce que. Bon. Donc, le mot sert à catégoriser une période. Et donc, à ce moment, on me rend plus compte du côté mouvant et sans cesse se métamorphosant du réel. Alors, évidemment, dans un point de vue comme ça, ce point de vue est assez inconfortable. Ce point de vue est, comment dire, il est impossible, dans une vision telle que celle-là, d'instaurer une objectivité. C'est mon téléphone. Ça a été. J'en profite pour évoquer, à propos de ce que tu viens de dire, la question du nominalisme. Hein, vous vous souvenez, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises. Le mot ne donne pas vraiment la réalité de la chose. Et le courant scolastique s'était accroché à cette conviction que les concepts scolastiques arrêtaient les choses et leur donnaient une éternité. Donc ici, on est dans tout à fait une autre configuration. On est en dehors de cette idée d'éternité des choses, de stabilité des choses. Oui, c'est bien de le rappeler. Alors, maintenant, j'en viens à la partie que j'ai qualifiée d'éthique de l'exposé, avec Nietzsche. En fait, face à cette vision du monde assez terrible et inconfortable, il existe différentes postures et différents comportements, et c'est pour ça qu'on peut adopter, et c'est pour ça que j'appelle une partie éthique. Alors, la première, ça pourrait être la résignation. Il y a des gens qui vont vous dire que, bon, c'est vrai, on est dans un monde où on ne maîtrise rien. On est responsable de rien, etc. Donc, que puis-je faire? Donc, ils vont porter tout ce fardeau existentiel sur leur dos. Ils vont peut-être, pour, disons, se consoler, s'inventer des mondes de l'au-delà. Genre, puisque ma vie ici, sur Terre, je ne peux rien faire. Je suis complètement l'objet de forces qui me dépassent. Mais ce monde n'est pas, comment dire, cette destinée n'est pas possiblement mauvaise à jamais. Donc il y a forcément quelque chose d'autre. Et donc ils vont aller chercher ailleurs. Alors ça peut être un paradis, ça peut être pour après. C'est ce que Nietzsche appelle un arrière-monde. Ces gens qui se résignent et qui finissent par rejeter leur malheur, leur état, sur un autre monde, sur d'autres gens, ils développent une espèce de ressentiment, d'esprit de vengeance, et pour vivre une vie assez morbide. Puisque ce n'est pas ici que ça se passe, mais ailleurs et autrement. Alors il y a une autre manière de réagir qui est la négation, le refus. On va combattre le mouvement et la complexité. On va essayer de simplifier
les choses possibles pour qu'elles soient, je dirais, beaucoup plus à notre mesure. Et pour pouvoir essayer de les maîtriser, pour avoir un monde beaucoup plus confortable. Et donc, on va essayer de figer le monde, et on va décréter qu'il y a des lois universelles, valables pour tout le monde. Et en créant des lois universelles, c'est-à-dire valables pour tous et en tout temps, on empêche la recombinaison permanente des choses et des idées. Et alors, à partir de lois universelles, on va aussi créer des lois qui sont valables pour tous. Puisque la vérité s'applique à tout et à tout le monde en tout temps, on peut alors créer des lois qui sont valables pour tous et en tout temps. Et simplifier les choses, c'est les rendre aussi artificiellement accessibles au plus grand nombre. C'est généraliser, c'est établir des normes statistiques, morales, physiques. Et de l'établissement de ces normes, basées sur le plus grand nombre, on calcule les écarts et on détermine des seuils. On rejette ce qui n'est pas dans les limites tant supérieures qu'inférieures. Et donc on recrée un monde avec ceux qui sont dans la norme et ceux qui n'y sont pas. C'est ce que Nietzsche appelle aussi l'esprit grégaire, l'esprit du troupeau. C'est se regrouper. Pour Nietzsche, les gens faibles, physiologiquement ou psychologiquement, pour lui, c'est... Parfois ça se regroupe, parfois pas. Ben, la lecture de Nietzsche est multiple et parfois il se contredit lui-même, parfois il apporte des précisions, donc tout dépend de la lecture qu'on en fait. Mais bon, il y a quand même des choses qui reviennent. Et il dit par exemple que les faibles, quand ils se regroupent, c'est pour se protéger du danger qui vient de l'extérieur. C'est aussi une des caractéristiques du troupeau. Alors, de l'autre côté de la barrière, il y a les forts, les hommes vigoureux, qui eux acceptent cet état du monde qui est en métamorphose permanente et en mouvement. Et il en faut de la vigueur, il en faut de la force pour accepter. Donc, il reconnaît cet état de choses du monde et il accepte dans la joie, car il sait qu'il est complexe lui-même, il sait que lui-même est toujours aussi en mouvement. Donc il constate qu'il fait partie du monde et qu'il répond aux mêmes, je ne veux pas dire des lois, mais il répond aux mêmes caractéristiques que ce monde. Puisque, par exemple, quand
vous voyez tous les jours, vous êtes tous les jours différents, même si cette différence ne change pas d'une seconde à l'autre radicalement. Quoique, ça dépend un peu aussi des événements. Je veux dire, un événement dramatique peut vous faire changer du tout. Alors, une fois que l'homme fort a accepté cet état de l'homme dans la joie, l'étape suivante, c'est le vouloir. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas grand-chose. Nous sommes l'objet de multiples déterminismes historiques, sociologiques, géographiques, physiologiques, psychologiques. Mais pour ne pas être de simples jouets du chaos, pour ne pas être dépassé, et si on abandonne aussi l'idée de le combattre, ce chaos, pour ne pas tomber dans cet esprit de vengeance et morbide, l'idée c'est d'y prendre part. Oui, il faut le vouloir. Il faut vouloir ce monde, il faut vouloir cet état du monde instable. Et une fois qu'on a passé cette étape du vouloir, alors on peut passer à la troisième étape, qui est celle de y prendre part à son grand mouvement et à ses métamorphoses. C'est la meilleure manière d'accepter le dynamisme du monde, c'est de l'accompagner, voire de l'anticiper. Ça, c'est encore une étape supplémentaire. Pensons au fleuve. On est dans le fleuve, on est emporté par le flot, et puis une force nous permet de tendre la main, de tendre le bras, une jambe, et puis nous tournons sur nous-mêmes. Nous partons à gauche, nous partons à droite, même nous allons plus vite que la musique, plus vite que l'eau. Ce n'est pas grand-chose par rapport à la force du fleuve, mais ça nous permet quand même d'avoir l'impression d'être en prise avec ce monde et de ne pas être uniquement l'objet léger et perdu de ce monde. Parce que, en tant qu'individu, nous pouvons aussi sélectionner ce qui nous convient ou pas. Aller vers le complexe, et vers le mouvement, choisir les événements que nous gardons, que nous acceptons, etc. La sélection nous permet pour finir de tracer des perspectives. Nous ne savons pas si nous allons arriver au bout, nous ne savons pas. Sans doute devrons-nous réévaluer nos objectifs. Mais avoir ne plus qu'une petite prise sur le monde, et même de n'avoir que l'impression d'avoir cette petite prise, fait que nous pouvons, nous avons des possibilités de joie, et non une vision morbide du monde. Alors, bon, ici je m'égare dans une vision joyeuse et dynamique du monde. Mais, d'une part, le combat
continue, ben, le combat reste et continue à évoluer entre les faibles et les forts. Et pas forcément, comme on pourrait le croire par les mots faibles et forts. Je veux dire par là que il est fort possible que le destin des forts est de périr devant les faibles. Pourquoi? Parce que c'est pas mal. C'était mon écran de veille. Ah oui, le clown. Oui, c'est ça. C'est pour rappeler qu'il ne faut pas non plus être trop sérieux. Quand je suis trop sérieux, le clown apparaît en fait. Donc, oui, je prédisais la perte des forts vis-à-vis des faibles. Pourquoi? Parce que les faibles ont tendance à se regrouper, comme je l'ai dit, et à devenir de plus en plus puissants par le nombre. Pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus puissants? Parce que pour regrouper, pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux, pardon? Parce que pour regrouper de plus en plus de monde, il convient que de trouver le maximum de points communs entre eux et que au plus on a d'individus, au plus les points communs entre eux vont être primaires. On va s'accorder sur des idées très simples, sur des objectifs très simples. Je fais ici une parenthèse très pratique. C'est d'ailleurs toute la stratégie des partis populistes en politique. C'est développer des idées très simples pour recueillir un maximum d'adhésion. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle les faibles risquent de gagner sur les forts, c'est que les faibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tournés vers l'extérieur dans le sens où ils vont détester ce qui n'est pas eux, ce qui n'est pas dans le groupe, dans le troupeau. Donc ils vont pouvoir s'attaquer aux forts qui, eux, tout à leur création de valeurs et de monde, etc., ne vont même pas se défendre. Nietzsche, dans un texte de la généalogie de la morale, où on parle de l'Albert, je ne sais plus, préconise la solitude de l'homme fort pour pouvoir développer justement sa spécificité. Mais il ne faut pas s'occuper de se battre contre l'autre. Et donc forcément, quand vous avez d'une part des hommes peu nombreux qui ne s'occupent pas d'aller se battre à l'extérieur face à des hommes nombreux qui, eux, n'ont qu'une seule envie, c'est de détruire tout ce qui ne leur ressemble pas, le combat risque d'être inégal. Et je ne sais plus où, mais Nietzsche dit aussi à un moment donné, comme a écrit, il faut défendre les forts. Il faut défendre les forts. Ça peut paraître paradoxal, mais quand on a suivi tout le raisonnement, on comprend.
Et donc, si l'effort qui crée des valeurs et des mondes, etc., disparaissent, qu'est-ce qu'on a? On a un monde moins complexe, moins multiple, beaucoup plus atome, beaucoup plus... alors bien sûr, il y a toujours le dynamisme intrinsèque du monde, mais au plus on fait grandir ces groupes, au moins la place est donnée au mouvement. Alors, si vous avez une question, vous pouvez... Je peux faire une toute petite intervention. Je crois qu'ici, on rejoint, j'imagine que plusieurs y ont pensé, on rejoint tout à fait l'actualité de ces derniers jours, évidemment. Hein, François de Smet, qui est un philosophe de l'ELB, qui a fait plusieurs commentaires dans la presse et sur les ondes ces derniers temps, indiquait que la caractéristique de notre monde à nous, de notre monde dit moderne, c'est le doute et l'incertitude. Hein? Rappelez-vous d'ailleurs, chez Jean-Michel Lognaud, l'incertitude, cette dimension profondément existentielle, celle d'incertitude. Si on la rejette, évidemment, on se met du côté du troupeau des faibles. Et l'esprit de la modernité, l'esprit de la démocratie, c'est justement d'accepter de ne pas savoir où on va. Ça peut aller jusque-là. Et beaucoup de gens ne supportent pas de ne pas savoir où ils vont. Et alors, évidemment, ça fait le lit des dogmes du type islamiste ou des populismes de toutes sortes. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien à faire là. Et s'il fallait résumer l'esprit de la modernité, je dirais, c'est l'esprit de l'incertitude. Mais ce n'est que l'homme fort qui peut le vivre, qui peut la vivre, l'incertitude. Merci. Mais tu parles d'islamisme, c'est pareil pour les trois monothéistes. C'est pareil dans tous les monothéismes, Voilà. parce qu'on fixe les choses. Assez curieusement, l'idée du polythéisme, qui paraît, comment dirais-je, dépassée, qui paraît plus ancienne et donc, oui, arrangée, à remiser au rencard, l'idée du polythéisme serait peut-être une idée plus en prise sur cette idée que tout est mouvement. Voyez-vous ? Et alors, je vous rappelle aussi cette notion de Spinoza qui ramène Dieu à la nature. Deus sive natura, Dieu comme la nature. Or, la nature est mouvement. Alors, j'arrive à la troisième partie de mon exposé, l'application à l'art. Quand j'ai décrit les hommes forts de Nietzsche, les hommes vigoureux, ceux qui acceptent, ceux qui transforment le monde au-delà de la transformation naturelle, je dirais. Quand j'ai fait ce portrait, j'ai sans doute commencé à décrire la figure de l'artiste. En effet, qu'est-ce que c'est que faire de l'art? Si ce n'est que, à un moment donné, prendre le monde à bras-le-corps, voir ce qu'il est, être contraint de l'accepter tel qu'il est, mais à un moment donné, se dire, tiens, mais est-ce que cette dynamique du monde ne peut pas me servir à moi, ne peut pas servir mes dessins propres? Quand on dit dessin, c'est pas un dessin du peintre, évidemment. Mais dessins propres. Et donc, il va aller pêcher
des éléments ici à gauche, ici à droite, les remettre en perspective, les déplacer, les jouer avec, s'investir, etc., etc. Prendre part au monde. Alors, appliquer concrètement maintenant un peu à l'art, on pourrait se dire que l'art le plus proche de cette pensée du mouvement et de la transformation, c'est la danse et la musique. En effet, la musique ne s'inscrit que dans le temps. Il n'est pas possible de saisir la musique en une fraction de seconde, comme on pourrait le faire pour une photographie en tant que spectateur. Donc la musique s'étale dans le temps, n'existe que par rapport au temps. Et la danse, qui accompagne, c'est la musique qui accompagne la danse, mais et la danse qui vient dans un second temps, la danse, elle n'existe aussi que dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et le corps du danseur accompagne ce mouvement du monde parfaitement. Et même avec la musique, il le dépasse par moments. La musique va où, enfin, certaines musiques vont plutôt dans le sens du chaos du monde plus que d'autres. Et donc, le danseur qui accompagne la musique aussi. Et donc, on a un parallélisme entre le dynamisme du temps, la musique et la danse. Mais, en réalité, si on regarde bien, du point de vue du créateur lui-même, par exemple pour la peinture, qui est réputée plutôt pour être une discipline d'espace plutôt que de temps, on peut voir que ça marche quand même aussi. Je m'explique. Quand on peint, on peut passer une minute à faire une petite peinture, un petit dessin, ou bien on peut passer 8 heures sur une grande toile à travailler la matière, la façonner, jouer avec. On s'y perd. On peut s'y perdre dans la peinture, dans la matière. On croit qu'on a trouvé quelque chose, on se laisse emporter par la forme que la peinture elle-même réalise avec votre main, mais vous ne maîtrisez pas tout non plus. Donc, vous êtes là dans ce jeu pendant des heures et des heures de transformation des formes, etc. Et puis à un moment donné, parce que la vie est comme ça et que on doit aller manger, on doit se coucher, on arrête. La peinture s'arrête. Mais elle s'arrête dans un état du monde tel qu'il était à ce moment-là. Et quand je dis on s'arrête, ce n'est même pas vrai. Parce que la peinture, ben, elle sèche, elle vieillit, elle continue à vivre par elle-même. Et puis après, cette peinture, elle est regardée par des spectateurs. Et donc, elle continue à vivre aussi sa vie propre, selon le contexte dans lequel elle est. Si on la met dans un musée, dans une galerie ou dans un squat. Et puis, le temps joue aussi pour les petites choses. Moi, il m'arrive souvent de prendre du papier, de l'encre, et de passer des heures à faire des dessins sur papier.
pas des grandes œuvres, mais c'est, je suis à l'écoute du monde et dans des mouvements presque mécaniques, presque automatiques, je peins. Je dessine, je fais des formes. Tantôt elles ressemblent à quelque chose, tantôt elles ne ressemblent à rien. Et puis, je colle deux morceaux de papier ensemble, je les décolle, je dis tiens, ça ressemble à quelque chose, je les reprends, je les retravaille, etc., etc. Donc même dans des petites choses qui ne prennent pas longtemps, on peut, par la répétition, être aussi dans le mouvement et dans la transformation, dans le temps même. Et dans la peinture aussi, tout le corps est engagé. Le peintre Pollock, je ne sais pas si tout le monde connaît Pollock, c'est un peintre qui fait du dripping, c'est-à-dire qu'il prenait de la peinture sur son pinceau et il mettait ses toiles par terre et debout, il dessine, donc debout, il prenait son pinceau et il était là et il faisait couler de la peinture sur sa toile pendant des heures et il se déplaçait assez vite, de manière assez vite. Et ses traits étaient aussi légers, il avait autant de volute qu'un mouvement de danse. Et lui-même, quand on voyait quand on le voyait en train de peindre, on avait l'impression qu'il dansait. Et cette énergie du danseur se retrouve dans ces toiles. Donc c'est pour vous dire que le corps lui-même est tout entier engagé dans sa peinture. Les artistes ne sont pas seulement des gens tout à fait solitaires. Certains s'associent entre eux, mais ils s'associent non pas pour combattre un décret machin de la communauté de machines, mais ils s'associent aussi et surtout pour créer des choses encore plus puissantes qu'ils ne pourraient pas créer tout seuls. Simplement, on atteint des limites physiques, des limites de fatigue, et il y a des œuvres qui nécessitent des collaborations. Et moi-même, dans mes performances, j'aime beaucoup m'associer avec des gens qui partagent les mêmes visions que moi et la même énergie que la mienne. Mais quand même, même s'il y a des collaborations, c'est quand même essentiellement dans la solitude que les gens créent. Ça, c'est ma conviction et c'est mon expérience. Mais mes collaborations avec d'autres artistes sont relativement ponctuelles et éphémères. Parce que mais eux aussi, ont leurs préoccupations propres qui ne nécessitent pas toujours d'être ensemble. Et au contraire, pour les ressourcer, pour aller chercher vraiment le spécifique en soi, il faut être seul. Il n'y a rien à faire. Ce qui fait que lorsqu'on crée beaucoup tout seul, lorsqu'on est un peu isolé, on en arrive à produire des choses, on ne se rend même plus compte qu'on est hors norme.
Et je parle des normes acceptables par la société, des normes morales, des normes esthétiques. Et donc, il y a un moment donné où, malgré tout, on sait que la confrontation avec le public, avec l'autre, avec ce qui n'est pas soi, va arriver. Et là, parfois, on arrive à des clashs. Parce que seul, on a créé pendant, mettons, 6 mois, 1 an, voire plus, des choses qui nous tiennent à cœur, qui correspondent vraiment à ce que nous percevons, à ce que nous vivons. Et puis tout d'un coup, on arrive devant des gens qui ne sont absolument pas préparés à ça, et qui vous disent, ben non, c'est scandaleux. Ça ne peut pas être. On ne peut pas montrer ça. C'est le particulier qui est face à la masse, face à la norme. Et on a un choc dans le ronron quotidien. Et pourquoi est-ce qu'on a introduit un choc? Parce que tout d'un coup, ce qui est différent arrive et, disons, on introduit dans le quotidien, dans le normal, on introduit un élément de désordre. Donc, par rapport à ce que j'ai dit pendant tout mon exposé, c'est toujours cette volonté pour les masses de se conserver telles qu'elles sont et de plus en plus puissantes face à un élément perturbateur qui va introduire le désordre. Alors, le désordre, est-ce qu'on peut pas me poser? Oui, si. Je vous conseille de lire, vraiment, c'est une des lectures qui m'a, quand j'avais 20 ans, qui m'a vraiment marqué profondément, Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète et propos sur l'esprit créatif. On retrouve des textes, j'ai cru entendre Rilke, c'est pas pour te flatter, mais en entendant Thibaut il y a un instant, sur l'esprit de solitude, qui est la seule condition de la création. J'ai cru entendre des passages de Rilke. Voilà. Mais là-dessus, on fait une pause. Oui, c'est bien. Donc, je disais que cette confrontation était problématique. Parce que, bon, c'est vrai. Là, l'artiste, concrètement, l'artiste n'est jamais confronté directement au public. Il est confronté, en première instance, à des intermédiaires. Par exemple, des galeristes, des responsables politiques, des responsables culturels, qui ont des comptes à rendre à la société dans nos régimes démocratiques. Ici, je parle bien de régime démocratique. Je parle de ce qui se passe tous les jours ici, en Belgique, en communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous dit, mais votre talent n'est pas remis en cause, mais c'est que vous comprenez, on va accueillir un public, enfin, donc non locaux. Prenons un centre culturel. Nos locaux sont ouverts à des familles, à des enfants,
Donc on ne peut pas vous laisser montrer des choses violentes, des choses à caractère sexuel, des choses offensantes, parce que ça ne se fait pas, parce que nous allons avoir des plaintes, parce que ceci, cela. Alors, bon, ça c'est pour les responsables. Et puis, parfois, il y a des gens qui prennent le risque de prendre quand même un artiste un peu particulier, un peu fort, un peu dérangeant, je dirais, dans leur mur. Et puis, ils sont confrontés vraiment à des plaintes. Par exemple, il n'y a pas longtemps à Paris, à la Biennale de la photographie, une galeriste a retiré des photos. C'était une photographe qui était mère de famille, bon, peut-être qu'elle était dans la norme, et qui photographiait ses enfants avec elle, et il y avait de la nudité. Eh bien, il y a une association, je ne sais plus laquelle, peut-être de défense de l'enfant, peut-être catholique, qui a interpellé par mail, simplement un mail, la galeriste. Elle n'a pas attendu qu'il y ait une plainte, elle a retiré les photos. Il y a une prudence terrible qui s'installe dans nos sociétés. L'espace d'expression est réduit comme peau de chagrin. Et moi, pour cet exposé, je me suis un peu renseigné. J'ai été voir, par exemple, l'article 383 du Code pénal en Belgique, qui est sur je ne l'ai pas ici, mais qui se rapporte à outrage aux bombers. Parce que c'est souvent ça qui est invoqué. Et je me suis renseigné auprès de juristes. Et je me suis dit, quel est... parce que dans le code pénal, si vous voulez, on parle d'outrage aux bonnes mœurs, mais nulle part il est défini ce que sont les bonnes mœurs. Et donc, on m'a expliqué, des gens m'ont expliqué que n'importe quel individu ou groupe d'individus représentatifs ou non d'un groupe peut se saisir, peut porter plainte parce qu'il a été offensé. Et alors, ce sera au juge de voir si le contexte fait que on va condamner ou non. Et ben moi, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque. En même temps, d'après tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la logique des choses. Mais ça veut dire aussi que les artistes, pour déployer leur spécificité, qui n'est pas, et là je vous demande de me croire, qui n'est pas une volonté toujours de provoquer, je vous assure, il s'agit bien de développer un monde complètement subjectif, complètement spécifique, lié à une vie, à sa vie propre, et que ça dérange. Là aussi, moi, je suis perturbé. Ça, c'est la censure. Hein. On essaie de m'empêcher de parler. Donc, oui, je disais que, évidemment, je ne veux pas faire le faux naïf. Je sais que certaines images, les artistes qui sont dans mon cas,
savent que certaines images ne plairont pas et ils vont choquer. Mais il y a quand même une chose, c'est être choqué. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vraiment être choqué par une œuvre d'art, je parle même d'une œuvre d'art ou une œuvre intellectuelle, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on a oublié les bénéfices de l'effet de catharsis dans l'art? Je ne sais pas si je pourrais expliquer ce que c'est la catharsis. On l'a vu à travers un article de Charles Pépin. D'accord. Oui. Alors ça va, on va gagner du temps. Donc, quand quelqu'un est choqué par une œuvre d'art, bon, évidemment, je ne dis pas les enfants, d'accord. Et encore. Moi, je me rappelle d'avoir fait une installation au château de Miroir. J'avais à ma disposition une grande salle avec une petite attenante. Dans une, j'avais fait une chambre d'enfant où il n'y avait aucune poupée, rien. Mais les couleurs étaient pastel. Le petit lit était rose, etc. C'était très mignon. Et à côté, la pièce était complètement délabrée. Et il y avait une centaine de poupées complètement démanipulées, à cause à droite des têtes de poupées, etc. Et puis par un effet un peu facétieux de ma part, j'avais mis parmi toutes les poupées une toute dans le derrière de l'une d'entre elles. Et à l'époque, ma filleule avait 5-6 ans et ma famille avait emmené ma filleule voir l'exposition. Et ma filleule a eu cette phrase: eh bien, ça ne doit pas faire du bien. Une autre réaction d'enfant par rapport à cette installation qui était un peu terrible, c'était: maman, je vois l'enfant que je ne connais pas et qui ne sait pas que je suis l'auteur de l'installation. Maman, viens voir les poupées mortes. Quelle invention! Les poupées mortes. Enfin, voilà. Donc, je dirais que les enfants, ils ne sont pas dupes non plus. Je ne dis pas qu'il faut leur montrer n'importe quel spectacle, mais je pense que nous sommes dans une société d'une prudence exagérée. Voilà, enfin... bon, la question des religions, elle est là aujourd'hui. La question du féminisme aussi. La question des familles. Enfin, il y aura toujours des lobbies qui vont se sentir offensés, qui vont se sentir... Mais ce n'est que de l'art. Ce n'est qu'une production éphémère. Et je ne vois vraiment aucune raison pour qu'il y ait la moindre censure, jamais. Je crois que je vais m'arrêter là pour mon exposé. Ce que je vous dirais, que c'est quand je fais ce genre de... J'en fais pas beaucoup non plus, mais quand je m'exprime en public sur l'art, sur mon travail et le travail des autres, je pourrais ne pas le faire, je pourrais simplement me contenter de travailler dans mon atelier tout seul ou avec des collaborateurs. Mais j'aime bien m'exprimer aussi en public.
pour aussi donner envie donner envie aux gens de prendre part aussi au mouvement, de prendre part de créer vraiment, afin de rendre ce monde beaucoup plus dynamique, beaucoup plus hétéroclite. Voilà. Oserais-je dire hétéraclite. Wow.